L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Est-ce que vous êtes d'abord bonjour et bienvenue. Est-ce que vous avez regardé le débat d'hier? Évidemment, je le suppose. Oui. Il a été beaucoup question de vous, j'allais dire, dans le non-dit, c'est-à-dire au fond, que va faire Philippe Martinez, que vont faire d'ailleurs les syndicats dans leur ensemble après l'éventuelle élection donc d'un président de droite. Je voudrais qu'on écoute François Fillon qui était sur RTL ce matin, parce qu'il s'adresse d'une certaine manière directement à vous. Écoutons-le. Alors François Fillon va arriver dans un instant. Au fond, les propos qu'il a donnés, c'est de dire que la CGT n'a jamais bloqué le pays. Après donc les conversations assez compliquées qu'il a eues hier soir sur le nombre des fonctionnaires et leur diminution obligatoire, considère-t-il. Vous lui diriez quoi, vous, ce matin? Je lui dirais que il faut savoir. D'ailleurs, la question lui a été posée, leur a été posée parce que ils sont tous les deux sur la même ligne. Il faut moins de fonctionnaires. Où on supprime les fonctionnaires? Dans quel service? Dans quelle territorialité ou dans quel ministère? Je crois qu'ils sont décalés avec la vraie vie. Allez dans un hôpital et vous voyez avec quelle tension et quel sous-effectif travaillent les infirmières et le corps médical en général. Au contraire, il y a besoin de... C'est d'ailleurs une des valeurs de la République, de plus de solidarité dans ce pays. Et une des bases de la solidarité et de l'égalité de traitement, quel que soit le territoire où vous habitez, c'est le service public. Mais quand Fillon dit, par exemple, les fonctionnaires nous n'avons plus les moyens, il donne un chiffre, il dit depuis 25 ans, il faut être relativement précis, dans les collectivités territoriales, on a augmenté le nombre des fonctionnaires de 1 million de personnes. C'est faux. Il y a eu des transferts avec la décentralisation de missions de l'État vers les territoires. Mais c'est une usurpation de dire ça. Donc il faut d'ailleurs qu'ils soient un peu plus sérieux dans les chiffres qu'ils annoncent. D'accord, mais alors, il a un autre argument qui est celui du modèle social français. On va converser, ne vous inquiétez pas. Oui, à un moment, il dit modèle français. Alors, les journalistes lui disent, mais le modèle social français, vous êtes en train de le mettre à bas. La réponse de Fillon dit, on n'a plus les moyens. Chômage 10%, plus de 2000 milliards de dettes. Ce modèle social français ne fonctionne plus. La pauvreté grandit, le chômage grandit, donc il faut tout changer. Alors, je voudrais dire deux choses. Premièrement, le modèle social français, il existe encore. Et d'ailleurs, quand il était Premier ministre, sous Sarkozy, tout le monde a vanté justement le mérite du modèle social français parce que l'effet de la crise des subprimes a été moins important sur les populations en France que partout ailleurs grâce à un modèle social performant. Donc, il faut pas se vanter il y a quelques années d'être dans un pays qui permet d'atténuer les effets de la crise et quelques années plus tard dire que ça va pas. Par contre, on peut parler des moyens. Oui, des moyens, il en faut. Mais au lieu de... Et d'ailleurs, c'est pour ça que ils ont beaucoup parlé de pensée unique, mais c'est eux les ténors de la pensée unique. Est-ce que ce matin, vous les remettez dos à dos? Est-ce que vous considérez qu'il n'y a absolument aucune différence entre le programme de Juppé et celui de Fillon? Ils ont exactement le même programme. Ah non, ils n'ont pas les mêmes chiffres. Ils n'ont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même calendrier. Ils veulent supprimer les fonctionnaires. Ils veulent allonger. 300 ou 500 000, c'est pas la même chose. Mais c'est moins avec des conséquences importantes sur les populations. Ils veulent allonger l'âge de la retraite. Ils veulent augmenter le temps de travail. C'est exactement la même chose. Alors je dirais c'est plus ou moins brutal, mais l'objectif est le même. Et ce qu'il faut dire, parce que ils ont parlé de pensée unique, je reviens à ma première idée, c'est que c'est eux les porteurs de la pensée unique. Parce que ça fait des années qu'on fait ça. Ça fait des années qu'on dit la même chose. Et aujourd'hui, les conséquences du chômage, les conséquences de la pauvreté et de la précarité, la casse des services publics, le malaise à l'hôpital, c'est la continuité de Juppé Premier ministre et de Fillon Premier ministre. Je voudrais qu'on écoute justement François Fillon qui était ce matin chez nos confrères de RTL, nous l'avons enfin récupéré, il s'adresse directement à vous. Mais la CGT n'a jamais bloqué la France. C'est encore une façon de parler qui aboutit à décourager tout le monde de faire des réformes. On dit ils ont bloqué la France, c'est juste faux. Voilà donc les propos de François Fillon. Vous vouliez dire quoi? Que la CGT, elle est d'abord à l'écoute des salariés, et quand les salariés sont en colère, eh bien ils manifestent, ils font grève, et ce qu'on a connu au printemps, mais ce qu'on a connu sous Fillon et sous Juppé aussi, quand les salariés ne sont pas contents, quand les retraités ne sont pas contents, eh bien ils manifestent, et il arrive que des usines soient bloquées, ou en tout cas majoritairement des salariés majoritairement en grève, et que l'économie en pâtisse. Mais c'est normal que ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Mais quand on voit justement la longueur des
manifestations qui ont eu lieu sur la loi El Khomri, qui est une loi à minima et qu'on voit le programme de la droite au pouvoir, si la droite l'emporte, ça veut dire que ce qui s'est passé sur plusieurs semaines pose éminemment la question que je vais vous poser directement, de savoir si vous avez l'intention de bloquer le pays pour empêcher le vote, enfin le résultat du vote, si c'est ce résultat du vote qui l'emporte. Alors premièrement, c'est pas une loi à minima, c'est une loi qui contribue justement... Enfin, c'est rien du tout à côté de ce que du programme... Enfin, ça c'est vous qui le dites, hein. Pour les salariés qui vont voir... Je parle par rapport au programme de Fillon et de Juppé. Non, je vous dis que c'est pas une loi à minima parce que ça bouleverse complètement le modèle social français en faisant en sorte que des garanties collectives, c'est-à-dire un socle commun pour tous les salariés, soient brisées et que dans chaque entreprise, on puisse avoir une loi différente. Donc c'est quand même un changement fondamental. Et ça ouvre la porte, d'ailleurs, c'est ce que nous avons dit au gouvernement, à ce que on fasse de la surenchère. Donc Fillon, Juppé, c'est la continuité de changer le code du travail. Ils sont d'accord pour la négociation en entreprise, ils l'ont dit hier. Rendre plus souple. Est-ce que vous serez d'accord, encore une fois dans l'hypothèse où ils l'emporteraient, pour aller converser, vous et donc vos collègues syndicalistes, notamment de la CFDT et Force ouvrière, d'aller converser avec eux, ou est-ce que par principe, au fond, la contestation de ce programme aboutira à des manifestations automatiques? Mais la CGT n'a jamais refusé de discuter avec un Premier ministre ou un ministre du Travail. La question, c'est qu'on peut pas passer notre temps avec eux parce que notre raison d'être, c'est d'aller écouter les salariés, leur mal-être, pour pouvoir remonter les problèmes. Et puis discuter, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est s'asseoir en face d'un ministre et l'écouter? Il nous propose un texte et on lui dit amen. Ça, c'est pas une discussion. Par exemple, Fillon, il ne renie absolument pas la comparaison avec Thatcher, qui a fait un bras de fer avec les syndicats en Grande-Bretagne. Oui, il faudrait demander l'avis des syndicalistes anglais et surtout des citoyens anglais, l'augmentation de la précarité, des salariés pauvres. Alors évidemment, c'est une conception de la société. On considère que... Mais il l'assume, hein. Oui, d'accord. Il l'assume. Écoutez, nous contestons cette politique d'austérité. Vous voyez, demander à des salariés qui travaillent dans l'industrie chimique ou métallurgique, à l'hôpital, dans quel état ils vont être s'ils travaillent jusqu'à 65 ans. Vous voyez, ce décalage entre la vraie vie, la souffrance des salariés, la souffrance des privés d'emploi, et ce genre de déclaration, c'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut redonner du sens à la vraie vie, à ce que vivent des millions de citoyens. Et c'est justement ça. Enfin, je veux pas. C'est notre boulot. D'accord, mais je ne me suis pas le porte-parole de l'ANO. Non, je réponds à vos questions. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils considèrent justement que ce modèle social coûte une fortune, endette nos enfants aujourd'hui et ne donne pas de résultats, ni dans l'éducation, ni dans la sécurité. Ça fait des années. Vous voyez, il faut alléger ce qu'ils appellent les charges, les cotisations. Il faut donner plus encore aux grands groupes, parce que on donne pas aux petites entreprises, on donne aux grands groupes. Et cet argent-là, au lieu de le donner aux actionnaires des grands groupes, on ferait mieux de le reverser dans le bien public pour financer la sécurité sociale, pour financer les créations d'emplois. C'est ça le problème. De l'argent, il y en a plein. On est le 3e pays au monde et le premier en Europe de dividendes versés aux actionnaires. Vous voyez qu'il y en a qui se portent très bien. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les conversations que vous allez avoir peut-être avec eux seront des conversations plus musclées, plus violentes que celles que vous avez vues avec, par exemple, l'équipe Hollande-Valls? On n'est jamais ni musclé ni violent. On discute. Mais il faut savoir... écoutez. Or, le problème, on parle beaucoup de dialogue social, ça n'existe plus le dialogue social. Ce sont des monologues sociaux où on nous dit c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est le principe de base de ce qu'ils ont expliqué, pardonnez-moi, puisqu'il y en a un qui est sur les ordonnances et l'autre qui est sur les ordonnances, c'est le référendum. Donc c'est une manière de vous court-circuiter, clairement. C'est une manière de diriger un pays. On parle beaucoup de démocratie. Moi, c'est pas, en tout cas, la CGT, c'est pas notre conception de la démocratie. Et le monopole syndical, ils n'en veulent plus. Mais quel monopole syndical? Non, mais il y en a pas de facto, mais ils veulent qu'il y ait d'autres syndicats. Quel monopole? Il y en a déjà. Moi, je trouve qu'il y en a déjà trop des syndicats. Vous voyez, je trouve qu'il y en a déjà trop. Dans ce pays, il y a beaucoup de syndicats et pas beaucoup de syndiqués. Faudrait l'inverse. Moins de syndicats et beaucoup plus de syndiqués. Mais il n'y a pas de monopole syndical. Qu'est-ce que ça veut dire le monopole syndical? Y compris les lois. Dans les entreprises, ils considèrent. Mais dans les gars, je pense que la présence syndicale, c'est une garantie pour les salariés dans les entreprises. Malheureusement, les syndicats sont pas assez implantés dans les différentes entreprises. Ils sont même d'une certaine manière assez hostiles à ce qu'on appelle les permanents. Ils considèrent que les syndicalistes devraient travailler, ne pas avoir de... Écoutez, c'est pas eux qui vont nous faire la leçon. Vous voyez, l'idée de limiter à 2 mandats pour les syndicalistes, enfin, là, on se moque du monde. Enfin, comme on dit un petit peu trivialement, ils ont des heures de vol, ces deux-là. Hein, ils vont nous faire la leçon à nous. Non, le problème du syndicalisme, c'est qu'il faut qu'il soit
encore plus en lien avec le monde du travail. Et moi, des permanents syndicaux, et en tout cas, moi, j'en fais partie. Je passe beaucoup de temps dans les entreprises. Vous pouvez vérifier. Je vais voir les salariés, leur demander des solutions pour combattre le chômage, leur parler des conditions de travail. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Et je vous assure que quand j'entends limiter à 2 mandats, vous voyez. Vous n'iriez pas voter une primaire de la droite? Non, j'ai pas. Parce qu'il y a des gens de gauche qui vont voter les primaires de la droite. En tout cas, moi, je vote aux élections politiques parce que je pense que on a la chance d'être dans une démocratie, on peut s'exprimer, mais ça aura lieu en 2017 le vote. Et donc pas de préférence Juppé Fillon. Non, pas de préférence. Je vous ai dit que c'était à peu près la même chose. Vous considérez quand même que ce qui va se passer à partir du mois d'avril-mai va devenir compliqué en termes de... Parce que finalement, le ton qu'ils ont adopté depuis le début de cette campagne avec les journalistes, ce qui est d'ailleurs assez musclé, sportif et d'une certaine manière intéressant, c'est un ton qu'ils vont reproduire d'une manière beaucoup plus sérieuse avec vous. Oui, écoutez, nous, on va s'adresser aux salariés, aux retraités, aux privés d'emploi, parce que c'est avec eux qu'on construit, et puis c'est eux qui jugeront. Vous voyez, on nous dit que quand ils seront élus, il faudra respecter la démocratie. Je l'ai entendu tout à l'heure sur votre antenne. Mais enfin, plusieurs sondages montrent que les Français sont contre l'allongement de l'âge de la retraite, sont contre le passage aux 39 heures. Donc, on peut voter. D'ailleurs, ça devient un problème. Mais d'ailleurs, c'est là qu'il y a forcément l'idée d'une confrontation. Parce mais que c'est sont d'ailleurs. élus, ils vous diront, Monsieur Martinez, on vient d'être élu par... S'ils sont élus, Oui, par une majorité de Français, et vous contestez ce que nous voulons faire, élus et poussés par une majorité de Français. C'est d'ailleurs un problème dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils votent plus contre celui qui est en place que pour celui qui arrive. C'est un peu ce qui s'est passé pour Hollande. Et je vous répète, dans un programme, et il y a eu un sondage, une enquête d'opinion dans l'IB il y a pas très longtemps, qui montrait que près de 70% des Français étaient contre l'allongement de l'âge de la retraite, contre l'augmentation du temps de travail, contre la suppression de fonctionnaires. Vous voyez que entre un programme global et la réalité, le quotidien des Français, il y a quelques décalages. Et ça, faut en tenir compte. Vous êtes un responsable syndical, pas un responsable politique, mais là, il s'agit de la politique sociale de François Hollande et de son engagement contre dans l'idée de présenter sa candidature si les chiffres du chômage s'améliorent. Globalement, Philippe Martinez, soyons sincères ce matin tous les deux, est-ce que vous considérez que la politique sociale de François Hollande, et notamment contre le chômage, a été un échec majeur? C'est un échec. C'est un échec. Et que donc, il ne doit pas se représenter. Ça le regarde. C'est pas moi qui ai pris cet engagement, c'est lui. C'est un échec. Parce que le chômage continue d'augmenter. Même si, effectivement, ceux qui sont totalement au chômage, ces chiffres diminuent, mais il y a un transfert vers plus de précarité, il y a de plus en plus de précarité, et globalement, le chômage a augmenté sous le quinquennat de François Hollande. Merci Philippe Martinez. Merci à vous. Ce matin, donc c'est une journée évidemment importante. Il ne s'agit que des primaires. Vous avez raison de dire que tout ça va se jouer quand même en 2017. Et nous aurons le résultat de ces primaires de droite donc dimanche. Et nous aurons le résultat des primaires de gauche, vous le savez, au début de l'année. Bonne journée à vous. Merci. Et il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. On retrouvera dans un instant Jean-Francis Pécresse et Bruno Dive pour le match des éditorialistes à propos de la soirée d'hier soir. C'est la revue de presse de Michel Grossior et le rappel des titres donc de Sophie Paolini. Et vous êtes sur Radio Classique et Paris Première. Et j'ai la tentation de vous dire que vous n'avez pas totalement tort. Merci. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.